Alors, j'ajouterais à cela que, bien sûr, Aristote, l'histoire, la littérature, c'est ça qui donne des compétences, première chose. Mais surtout, quand je vous écoute, moi, j'ai l'impression qu'on a une discussion totalement hors sol. Vous êtes là en train de nous dire que, alors vous trouvez ça formidable, ce que nous venons de raconter, mais vous appartenez à des partis politiques qui ont gouverné depuis 30 ans. Vous avez vu dans quel état est l'école. Vous nous parlez de l'ascenseur social et heureusement, vous êtes une des rares exceptions, mais pardon, l'ascenseur social, il est cassé. Nous avons l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE et c'est à l'école primaire que ça se joue. Donc là, c'est vrai qu'on est en train de parler plutôt du secondaire, mais c'est à l'école primaire que les inégalités sont en train de se jouer, dans le sens où aujourd'hui, quand on regarde en CM1 les résultats en lecture, c'est déjà joué, c'est-à-dire que les enfants de milieux défavorisés, on ne leur a pas correctement appris à lire et ils ne rattraperont jamais. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux dont les familles peuvent compenser à la base. Donc, vraiment, vous êtes en train de nous dire, c'est très bien, les savoirs, etc. Parfait. Qu'est-ce qui a raté depuis 30 ans? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a détruit totalement le métier des professeurs? C'est justement ce discours sur les compétences. Alors avant, ça s'appelait les savoir-faire et les savoir-être, qu'il fallait substituer au savoir. Avant ça, c'était apprendre à apprendre, parce que finalement, il valait mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. On n'avait pas compris que Montaigne, quand il explique ça, il a quand même une tête assez pleine. Son père avait fait en sorte qu'il ait le latin comme langue maternelle, il biberonnait à Cicéron. Bon, il y avait 2-3 substrats, parce qu'en fait, apprendre à apprendre du vide, ça ne sert à rien. Donc tout ça a des conséquences. Aujourd'hui, nous avons une école monstrueusement inégalitaire, et toutes les réformes qui ont été prises par les partis politiques auxquels vous appartenez ont abouti à cela. Depuis 30 ans, les deux, c'est-à-dire que chacun faisait la même politique que les autres. La loi de 89 et la loi de 2005, c'est pareil. Comment? Pardon, mais... Allez-y, je vous en prie, allez-y, parce que moi, après, je vais en remettre une couche, donc allez-y. Non, parce que, oui, appartenir à un parti politique... Alors, moi, j'ai été militante pendant 45 ans dans un parti politique et enseignante dans le même temps. Alors, je n'ai pas fait les réformes. C'est pas pour me dédouaner, je n'ai pas fait les réformes. Mais je pense surtout que qu'est-ce qui a raté? C'est aussi la société. L'école est un produit de la société. Elle fait avec. Elle va en même temps, un peu devant, un peu derrière. Mais on ne peut pas... Je n'accepte pas le discours qui fait porter sur l'école la responsabilité de tous les échecs. L'école avance et alors, évidemment, toutes ces réformes-là, quand on est enseignant et qu'on est à l'intérieur, on les discute, on les combat, elles nous plaisent pas, et on fait quoi? On essaie d'avancer quand même, et on essaie de faire que les choses aillent un tout petit peu mieux. Et effectivement, on est, en tant que professeur, dans un mal-être et dans une violence qui est vraiment de plus en plus difficile à gérer, et on est avec des enfants et des élèves qui sont souvent, mais tellement malheureux à l'école. Et nous, en tant que prof, on se dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour que ces enfants aient envie de retourner ou de rester à l'école? Ça, moi, c'est ma préoccupation. Alors, en tant que députée maintenant, encore une fois, je suis à la commission culture, je pose des questions à M. Blanquer qui me répond ou qui ne me répond pas, et avec mon groupe, je fais des propositions où j'essaie, et du moins, on n'a pas tellement de place pour des propositions de toute façon parce qu'on ne nous entend pas, mais voilà, je ne pense pas qu'on puisse faire systématiquement porter à l'école le poids de l'échec dans la société. Je voudrais rajouter un mot à ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, d'abord, je voudrais préciser une chose. Je ne suis pas ici pour demander à Michel Victory ou à Vincent Jeanbrun de rendre des comptes sur la politique du Parti socialiste pendant 20 ans, ni de l'UMP, du RPR ou de je ne sais qui. Vous êtes qui vous êtes, vous avez votre histoire et vous avez votre pensée. De toutes les manières, tout est tellement éclaté que je ne comprendrai pas que vous preniez, vous, la posture de défenseur quasiment acharné d'une politique qui, sur bien des aspects, a du mal à être défendue. Alors moi, je voudrais vous donner des faits. Je me suis amusé à prendre les horaires d'enseignement et leur évolution dans les 20 dernières années. J'ai pris une matière qui m'est proche, puisque dans une autre vie, j'en ai un peu fait, les mathématiques. De 83 à 94, dans le premier cycle de mathématiques, il y a 15 heures d'enseignement par semaine. De 94 à 2002, on passe à 14 heures. De 2003 à 2012, à 12h30. En 2013, on est à 12 heures. Avec Blanquer, on passe à 10 heures. Eh bien, la question que je pose est simple. Après, on peut me parler savoir, compétences, tout ce que l'on veut.
Le savoir mathématique, c'est une chose essentielle pour faire de la physique, pour faire de la chimie, pour s'ordonner dans la vie, pour avoir un minimum de logique dans la tête, bref, pour tout ça. Vous le savez comme moi. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté délibérée, une politique délibérée, de diminuer ses capacités pour des générations de jeunes qui vont voir leurs heures de cours diminuer, avec en plus dans les programmes, je vous passe les détails, mais quand même, l'enseignement du PPCM avec interdiction de parler du PGCD, ou encore l'interdiction de mener un certain nombre de démonstrations mathématiques élémentaires, où il faut admettre et apprendre à des enfants, à des jeunes, d'appuyer sur un bouton sur un ordinateur, ou bien d'appliquer une formule sans savoir d'où elle vient, sans savoir à quoi elle correspond, sans savoir pourquoi elle existe. Ça veut dire qu'on apprend à une jeunesse à obéir et pas à réfléchir. C'est ça qu'il y a derrière. Et moi, je voudrais savoir si ça, politiquement, vous le comprenez. Si ça, politiquement, vous le défendez. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est ça qui m'intéresse. Après, ce qu'a fait le PS et tout, je veux dire, de toutes les manières, après, on va parler de l'OCDE, on va parler de l'Union européenne, et on va voir qu'il y a une matrice commune dans tout ça, et on va très vite comprendre, et je pense qu'on l'a déjà compris, les raisons pour lesquelles il y a des politiques communes entre vos différentes formations. Mais laissons ça de côté. Concrètement. C'est à vous. Si vous me permettez de rebondir là-dessus. D'abord, non, je ne comprends pas ce que vous me dites. Moi, je crois... je ne cautionne pas, puisque je crois au pouvoir des mathématiques. Encore une fois, sorti du quartier où j'étais, les maths... Monsieur. Absolument, mais c'est pour ça que je dis qu'à titre personnel, je ne cautionne pas ça. Et je ne sais pas par quoi ça a été remplacé. Il faudrait que ceux qui en sont responsables viennent nous expliquer en quoi ils ont cru que ça avait du sens de baisser les heures de fameuses humanités, il y a 4 heures. Mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Des humanités scientifiques. Et les maths disparaissent. Qu'on éveille au monde moderne notre jeunesse, très bien, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des maths. Moi, j'en suis convaincu. En revanche, de manière générale, on a une école qui aujourd'hui va mal, ça a été dit par Natacha Polony, mais également qui va mal parce qu'elle est déconsidérée. À une époque, l'instituteur, c'était un notable du village. Aujourd'hui, on a une vraie crise des vocations. C'est extrêmement compliqué de recruter des enseignants. Dans la commune où je suis maire, on voit bien qu'on a des enseignants aujourd'hui qui sont face à élèves avec toutes les bonnes volontés du monde. Ils ne sont même pas encore contractuels de l'éducation nationale parce qu'il y avait un trou à boucher. Et la première bonne volonté qui passe, sans même un véritable contrôle des compétences, va être recrutée. Et là, c'est une question qu'on doit collectivement se poser, c'est pourquoi est-ce que plus personne n'a vraiment envie d'enseigner aujourd'hui? Moi, j'ai une anecdote, j'ai dans mon équipe municipale une adjointe en charge de l'éducation qui était ancienne enseignante et directrice d'école dans le primaire en province. Quand elle est arrivée mutée en banlieue parisienne, elle a tenu 2 ans. Et au bout de 2 ans, elle a donné sa démission. Parce qu'elle transmettait des savoirs là où elle était dans son école en province. Elle ne faisait que de la discipline dans son école où elle était en banlieue parisienne. Elle nous a dit, on l'évoquait, nos spécialistes l'évoquaient tout à l'heure, elle nous a dit, mais en fait, c'est pas la vocation que j'ai choisie. Vous parliez de souffrance au travail, monsieur, mais c'est exactement ça. Elle a dit, moi, je ne pouvais pas continuer dans cette voie puisque je n'enseignais plus. Je n'étais plus dans le métier que j'avais choisi. Donc là, on doit s'interroger collectivement, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ces situations-là? On a des vrais problèmes d'autorité, de respect du maître, et ça, c'est quand même inacceptable dans notre société. On a un phénomène nouveau, ou peut-être 2 phénomènes nouveaux. On a le phénomène de la radicalisation, qui est un sujet qu'il faut qu'on ait le courage d'aborder, de manière plus dépassionnée que sur certains médias, mais c'est pas un petit sujet. Puis un dernier sujet, moi, qui me fascine à chaque fois que je vais à la rencontre des collégiens de ma commune, et on pourrait presque mettre les élémentaires maintenant dedans, c'est l'arrivée d'Internet. Et ça, notre système éducatif et plus largement notre société n'en a pas pris conscience. Vous avez vu ces sondages qui sont tombés maintenant il y a quelques mois sur le fait que les gamins étaient prêts à croire que la Terre était plate. On en est là, c'est-à-dire que ce que dit l'enseignant va être confronté à ce qui va être dit sur Internet. Et là, on a un problème de désinformation. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans les humanités, mais s'il y avait un temps consacré à l'apprentissage des dangers d'Internet auprès de notre jeunesse, ce ne serait pas forcément des heures de perdu. Moi, je voudrais juste qu'on réfléchisse à une chose, enfin, vous apporter un témoignage. J'étais très favorable au dédoublement des CP. Sur la moitié de ma ville était en politique de la ville, classée ZEP, et on s'était dit, bon là, on va mettre les moyens. C'était la promesse du gouvernement, on va mettre les moyens, vous allez voir ce que vous allez voir. 2 enseignants par classe, voire même 2 enseignants et 2 classes par des groupes de 15. Alors là, on disait bravo, parce qu'on s'est dit... Ça changeait avec la suppression des RASED par M. Darcos. Ça changeait, effectivement, je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'on vient de découvrir? Qu'en fait, ça ne se faisait pas du tout avec des moyens supplémentaires, mais ça se faisait à moyens constants. Oui, donc, dans le cas de l'école où j'ai moi-même fait mes classes il y a quelques années, qui est une des classes très difficiles au cœur des grands ensembles de ma commune, on vient d'annoncer à la directrice qui était 100% déchargée
qu'elle allait maintenant redevenir face à élèves et que tous les postes dans le dispositif, plus d'enseignants plus de maîtres que de classes, vont être supprimés. Et donc tout un tas de dispositifs qui fonctionnaient très bien vont être sacrifiés pour effectivement avoir des groupes un peu plus petits. On verra le bilan, mais je pense qu'on doit tous ensemble dénoncer la supercherie qui consistait à nous dire on va mettre beaucoup plus d'efforts sur l'éducation nationale, notamment sur le CP, les premiers niveaux, dans les quartiers populaires. En réalité, c'est pas vrai. Ce qu'on donne d'une main, on l'a retiré de l'autre. Alors, ça, il faut être alerté sur ce sujet. Si vous voulez, par rapport au problème que vous posez, je me pose une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a en effet une question de moyens et de supercherie que vous dénoncez, à mon avis à juste titre, puisqu'on nous dit on va augmenter les postes, mais en fait on n'augmente rien du tout, on déshabille Pierre pour habiller Paul, et on va voir ce que ça va donner, ça c'est assez clair, mais qu'il y a en plus une question politique sur la conception qu'on a de l'école et qu'on a de l'éducation. Est-ce que le cœur de la question, c'est pas ça? Parce que lorsque vous posez les problèmes que vous rencontrez avec des élèves de votre commune, lorsque vous posez les problèmes qui existent dans l'apprentissage, est-ce qu'au point de départ, il n'y a pas la place républicaine de l'école qui doit être réhabilitée, qui doit être réinstaurée et la place républicaine de l'école, c'est d'abord avant tout la place de la transmission des savoirs. Ça n'est rien d'autre. Ça n'est pas une place utilitariste pour savoir ce que ça va donner vis-à-vis des uns ou des autres. C'est la possibilité de former la tête des gosses. Et partant de là, la former, l'éduquer, lui donner des connaissances, lui permettre de se déterminer eux-mêmes, leur permettre de choisir eux-mêmes leur avenir. Vous me direz, leur avenir, la société peut ne pas le leur donner. Ils se poseront alors le problème de changer la société pour obtenir l'avenir qu'ils veulent. Ce sera de leur responsabilité, et je trouve que ce sera très bien, c'est la vie humaine. Mais au point de départ, leur donner les moyens, est-ce que ça n'est pas ça le problème aujourd'hui? La question est politique. Absolument, mais à condition de leur donner aussi un cap, et qu'ils aient une perspective professionnelle dans la vie. Moi, là-dessus, je persiste à dire, il faut que ça marche sur les deux jambes. Je ne voudrais pas que mes propos soient caricaturés. Il y a un extrême qui est de dire il y a un marché du travail avec différents secteurs où les métiers sont en tension. Il faut orienter toutes les cohortes vers ces métiers en tension parce que c'est là où on a le besoin de main-d'œuvre, qu'elle soit peu qualifiée ou très qualifiée. Ce n'est pas ma position et ce n'est pas non plus celle de ma famille politique. En revanche, la position qui est de dire certains enfants, et nos CFA et nos lycées pro en sont remplis, partir sur des longues études dès le départ, ils s'en sentent pas forcément capables, ça peut leur faire peur. Et avoir un but, un cap, parfois, c'est le meilleur moyen ensuite de leur permettre de continuer la formation. Mais on a des gamins qui rentrent en CAP, parce que ça leur paraît concret, ça leur paraît clair. Il y a du savoir et de la connaissance. Professionnel, alors vous me... Et après, bien sûr. Et après, ça va leur donner le goût de poursuivre. Et c'est là où on les rattrape. Et il ne faudrait pas fermer ces branches-là. Monsieur Jeanbrun, je pense que là-dessus, il y a un accord général. La formation professionnelle doit rester la formation professionnelle. Les CAP doivent demeurer. La question, c'est de savoir ce qu'on y fait et ce qu'on leur enseigne. Et dans quelles conditions on amène des gosses en CAP. La question reste entière. Enfin, je voudrais vous poser une question à tous les deux, parce que quand même, elle se pose. Parce que là, maintenant, je ne demande pas d'endosser la politique du Parti socialiste ou des Républicains, mais quand même, il y a des questions qui sont incontournables. Lorsque vous entendez tout à l'heure mes citations de l'OCDE, lorsque vous voyez tout à l'heure les directives de l'Union européenne, lorsque vous voyez ce que ça détermine par rapport à nos enfants, à l'éducation et à l'éducation nationale, mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-il possible que pas une voix se lève dans le monde politique officiel, traditionnel qui a été au pouvoir et que tout le monde accepte? Et comment vous m'expliquez ça? Moi, je ne le dirais pas comme ça. Enfin, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de voix qui se soit élevée, parce que quand on est dans un parti politique, on lit des textes, on va à des réunions... De tous les ministères de l'Éducation nationale se sont alignés là-dessus, madame. Ils se sont alignés souvent contre ce que la plupart de leurs militants pensaient et voulaient, finalement. Je pense c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que d'un côté, il y a des décisions qui ont été prises, et de l'autre côté, il y avait une volonté majoritaire qui était peut-être pas celle-là. Oui, parce que moi, quand je relis les textes des congrès ou les textes qui m'étaient proposés en tant que militante socialiste, les choses qui étaient dénoncées, c'était exactement ce que vous disiez, que l'école devait être égalitaire, qu'elle devait être émancipatrice. Et, enfin, tous ces discours-là, on les a toujours eus. Donc, pourquoi est-ce que ça dysfonctionne? Là, par contre, malheureusement, vous allez être déçus, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Déception, abandon. Bon, on peut toujours dire qu'au prisme de la réalité, il y a certaines choses qui s'émoussent un peu, mais c'est pas suffisant comme réponse. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Donc, pourquoi est-ce que, à un moment, la politique n'arrive pas à prendre en charge correctement les problématiques? Moi, c'est une question que je me pose tous les jours, vous voyez, tout en étant... À l'interpellation... Monsieur Jeanbrun. Pour répondre à l'interpellation du public, moi, c'est la première fois que j'entends ces phrases de l'OCDE et de
l'Union européenne. Je vous enverrai les références. Mais avec plaisir. Et effectivement, moi, je suis un jeune élu local, j'ai 33 ans. Je considère que quand les choses vont dans le bon sens, il faut le dire. Quand elles ne vont pas dans le bon sens, il faut le dire aussi. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma propre famille politique, j'élève souvent la voix pour dire quand je ne suis pas d'accord. Et il y a de la matière. En revanche... on peut se retourner en permanence vers le passé sur ce qui n'a pas fonctionné. La question là, c'est on est dans le cadre d'un débat sur une nouvelle loi. C'est maintenant qu'il faut peser de toutes nos forces pour faire en sorte que ça fonctionne. Bien sûr, mais en même temps, avec peut-être l'ambition de comprendre ce qui s'est passé avant pour que ça ne se reproduise pas. Après, juste un exemple quand même pour dire que certains politiques ont essayé de s'y coller, il me semble. Je prends le dernier gouvernement et la ministre de l'enseignement sur, par exemple, la question de l'égalité filles-garçons qui, dans les écoles, est un véritable problème. Tout le monde est d'accord avec ça, madame. C'est une tarte à la crème. Je m'excuse. C'est une tarte à la crème, mais attendez. Ça a été mis en avant à chaque fois. Qu'est-ce qui est une tarte à la crème? Que des choses ont été faites, vous voulez dire? Non. Qu'est-ce qui est à la fois que les choses ont été faites, et à la fois que le combat filles-garçons supplante l'ensemble des problèmes qui concernent et les garçons et les filles et l'éducation elle-même. Mais il faut donc dire que le problème n'est pas... Non. C'est une bonne chose, il faut saluer. C'est une bonne chose, mais ça n'est pas une réponse au débat. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est un élément qui est important. Voilà. Bien sûr. D'accord, alors si vous voulez qu'on vous fasse une réponse globale, ça va être difficile. Non. On peut vous faire... Non. Natacha. Le chapeau sur le gouvernement précédent, mais puisque vous le citez avec fierté, la sélection à l'université a été une honte, le tirage au sort. Mais ça, on l'a dit, ça a été une réponse. Le pays fondateur de l'éducation, la République française qui tire au sort. Moi, je connais des jeunes qui n'ont pas pu aller dans les études de droit parce qu'ils n'ont pas eu de chance, parce que la loterie n'a pas tiré leur nom. Là-dessus, je pense qu'on peut tous être d'accord aussi. C'est une honte. Natacha. Il me semble, d'abord, petite parenthèse sur la question filles-garçons, si on s'intéressait au fait qu'actuellement, dans les écoles primaires, ce sont les garçons qui souffrent, qui sont en échec très très grave. Ils ont beaucoup plus de difficultés que les filles, ce serait bien. Mais juste pour revenir sur les questions de l'OCDE, il y a un moyen très simple de connaître ces directives de l'OCDE. Il suffit de s'intéresser, par exemple, aux fameuses enquêtes PISA, qui ont servi à quelque chose. Elles ont montré que l'école française fonctionnait mal et qu'il y avait des inégalités majeures. Mais si vous lisez tout ce qu'il y a autour, le discours qui est mis en avant et qui, en fait, dicte ce que devraient faire les pays pour l'école. C'est rédigé par un cabinet qui s'appelle McKinsey, qui aujourd'hui est finalement l'inspirateur de toutes les politiques des pays de l'OCDE en matière éducative, et ça va toujours dans le même sens, l'autonomie des établissements, la libéralisation, au nom des compétences, au nom de l'adaptation au marché, c'est-à-dire une logique purement utilitariste. Et il me semble que, en fait, pourquoi vos différentes formations ont suivi ce mouvement, j'ai l'impression que du côté du Parti socialiste et d'une part de la gauche en général, on a trop écouté ceux qui expliquaient que les savoirs anciens, les vieilles disciplines, c'était ringard. Et donc, on est allé vers des enseignements supposés Voilà, ça sélectionnait. Vous savez, le latin, c'était discriminant. Puis la culture générale, c'était discriminant. Et donc, on est allé vers des enseignements interdisciplinaires en oubliant que la discipline, ça structure, que c'est ça qui permet ensuite de transmettre des savoirs. Et de l'autre côté, du côté de la droite, on était tellement éblouis par le discours moderniste sur le fait qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait en finir avec les vieilleries parce que, quand même, le monde est fait pour l'anglais de communication internationale et numérique, qu'on a applaudi des deux mains. Et les deux se sont engouffrés dans ce discours qu'on retrouve dans toutes les directives de l'OCDE et de McKinsey. Michel Victory. On vous répondrait que oui, c'est parfait ce que vous dites. Y a pas, oui, c'est. Il n'empêche que. Ce qui est génial, c'est que sur ce plateau, on organise le consensus. Non, mais. Monsieur Jeanbrun. Vous me rassurez. Pour conclure simplement, on a l'habitude de dire que si dans une conversation de nos deux avis divergent, je ressortirai plus riche puisque je serai riche d'un deuxième avis. C'est la richesse de cette émission et je vous en félicite. Et promis, Natacha Polony, j'arrête vos livres que j'ai l'habitude de lire sur ma table de chevet pour lire l'étude PISA et toute McKinsey, puisque je serai beaucoup plus intelligent. Si vous aviez lu mes livres, vous auriez entendu parler de l'étude PISA et de McKinsey.